Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouvel entretien essentiel. Nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Fortanet, qui est porteur de projet présidentiel. Bonjour monsieur. Bonjour et merci de me recevoir. Merci de venir sur notre plateau. Pourquoi vous présentez comme porteur de projet présidentiel et pas seulement candidat comme beaucoup d'autres? Eh bien, la première des choses, en tant que citoyen, quand j'ai vu que la France prenait un mauvais cap, je me suis dit qu'il fallait réfléchir à des solutions. Et donc, j'ai écrit des livres pour porter un projet présidentiel avec un changement de paradigme de société à tous les niveaux. Et c'est ce qui m'a amené à rentrer en contact avec des élus, des mouvements citoyens. Et donc, comme je pense qu'il faut respecter le droit de parrainage des élus, s'autoproclamer candidat au présidentiel sans avoir les parrainages, ça me semblait voilà, un peu démesuré. Et donc, après une investiture par une primaire citoyenne, je suis parti pour présenter le projet présidentiel. Et après, c'est aux élus de décider si ils estiment que ce projet mérite d'être porté à la connaissance des Français, puisque ce sont les Français qui doivent décider de leur futur président. Et donc voilà, s'ils apprécient, ils parraineront et nous verrons bien pour la suite. Alors avant de revenir sur votre riche parcours et vos propositions variées, justement on va s'attarder un peu sur la question des parrainages. On a écrit un article récemment sur France Soir sur la grande difficulté pour les candidats qui étaient en dehors des partis installés à récolter les parrainages requis. Donc la date butoir est le 5 mars, c'est bien ça? Alors l'envoi doit être le 2 mars. D'accord, donc oui, Ouais. la date butoir de fait est plutôt le 2 mars. Et donc le seuil des 500 est très difficile à atteindre, malgré 42 000 élus qui sont susceptibles de parrainer. Un très grand nombre s'y refuse. Vous avez écrit une lettre ouverte à M. Michel Fournier, le président de l'Association des maires ruraux de France, pour lui lancer un appel solennel qui se distingue de celui qu'a fait François Bayrou au commissaire au plan, que vous taclez au passage dans cette lettre. Pourquoi il se distingue? Expliquez-nous. Eh bien, en fait, c'est vraiment l'illustration de la dérive qu'on a en France avec les partis politiques, puisqu'on a compris que avec les abstentions records dans les dernières élections, les Français ne croient plus dans les partis politiques. Après, il y a peut-être un petit problème aussi, c'est qu'il faudrait qu'ils s'intéressent aux candidats qui sont dits petits et qui sont dans les bureaux de vote. Mais bon, ça, j'espère qu'on va y être pour ces présidentielles. Et donc, en fait, M. Bayrou considère que les candidats légitimes sont ceux qui sont des grands partis politiques, qui n'arrivent pas, enfin, des grands partis, non, des partis politiques médiatisés, qui n'arrivent pas à trouver leur parrainage. Donc ça, moi, je trouve que c'est très bien, hein, puisque ça fait longtemps qu'ils utilisent ce jeu-là. Et puis après, les personnes qui sont mises avec des sondages aussi, et voilà, donc ça. Et donc Michel Fournier a répondu que les maires ruraux ne sont pas des pompiers de service, puisque monsieur Michel Fournier, c'est le président de l'Association des maires ruraux de France. Mmh. Hein. Et donc lui, il s'insurgeait en disant que les maires ruraux ne sont pas des pompiers de service pour aller parrainer des candidats de partis politiques, puisque eux-mêmes sont sans étiquette. Mmh. Mais on a un problème, c'est que Michel Fournier et de nombreux maires sans étiquette ne veulent pas parrainer. Lui-même n'a pas accordé Oui, son parrainage. voilà. Ouais. Il ne veut pas, suivant sa position, alors que son collègue, M. Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France, qui est une association très politisée, voilà. A annoncé qu'il accorderait son parrainage à Ouais. Jean-Luc Mélenchon au nom du pluralisme et de la Voilà. paix politique. Voilà. Vous saluez ce geste ou vous trouvez même navrant qu'il aille que sa présentation, sa signature aille à Jean-Luc Mélenchon plutôt qu'à un maire citoyen ou un... Voilà, c'est tout à fait dommageable, puisqu'en fait, donc c'est très bien parce que ça illustre finalement un petit peu la pièce de théâtre qu'on a, hein, puisqu'ils veulent rester entre amis, puisqu'ils sont quand même bien amis tous ensemble finalement. Et donc, et ça va dans le sens de M. Bayrou, les candidats légitimes sont ceux qui sont dans les partis politiques médiatisés, et nous-mêmes, que nous appelons petits candidats parce que nous n'avons pas d'argent public, nous n'avons pas accès aux médias, hein, donc là, merci pour nous recevoir aujourd'hui. Monsieur Lisnard, j'espère bien qu'il va faire un appel pour parrainer les candidats citoyens, de façon à ce que ça ouvre vraiment le débat démocratique. Alors après, sur les candidats citoyens, il faut savoir qu'il y en a à peu près une soixantaine. Hein. Donc c'est pour ça que 3 primaires citoyennes ont été organisées. Donc pas celles qui ont été dans les médias, hein, puisque c'est vraiment 100% citoyenne. Donc qui a permis de faire une présélection parmi une trentaine de candidats qui ont participé à ces primaires. Vous-même, vous aviez d'ailleurs déjà participé la dernière fois, il y a 5 ans, Oui. à une primaire du même type, en arrivant à la phase finale, si on peut prendre un terme sportif.
Exactement, c'était la primaire.org en 2017. Et donc, il y avait 215 candidats et j'ai fini 7e sur les 215. Voilà, et donc c'est depuis que justement par mes écrits, tout un réseau s'est constitué. Et puis l'important, c'est de porter des projets avant les personnes. Et donc, de ces 30 candidats que vous évoquiez, pardon, je vous ai interrompu, mais qu'est-ce qui a émergé? Parce que effectivement, il y a énormément d'initiatives citoyennes, un label un peu fourre-tout, mais qui ont chacune sans doute leur mérite, mais qu'on s'y perd un peu. On a parfois du mal à suivre tout cette effervescence. En quelques mots, qu'est-ce qui est sorti de ces primaires? Ben, c'est pour ça que ces primaires étaient importantes, puisque théoriquement, nous pourrions avoir 45 millions d'électeurs, donc 45 millions de candidats aux élections présidentielles. Donc il faut bien trouver une méthode de pré-trier, sortir les programmes, les projets qui sont sérieux. Donc là, il y a, je crois, 80 candidats, enfin 60 à 80 candidats. Donc dans les candidats citoyens, donc il y a eu 3 primaires organisées avec des méthodologies différentes. Une primaire, enfin 2 primaires qui sont passées par un vote électronique. Et puis la nôtre où on trouve que le vote électronique est sujet à fraude, à complications, enfin bref, on ne sait pas qui maîtrise. Donc nous avions proposé que ce soit les maires qui décident de leur candidat. Ce que nous avions déjà fait en 2017, donc avec des présidents de maires ruraux. Bon, nous avions échoué faute de temps. Donc là, nous avons lancé cette primaire il y a déjà plus de 6 mois, informer tous les candidats citoyens. Donc, il peut avoir les formations. On a demandé aux maires qui étaient sollicités par des candidats de nous envoyer les contacts, de façon à créer des rencontres entre les candidats, voir les bases de fédératrices, puisqu'on ne peut pas converger avec tout le monde. Donc, on avait posé des bases fédératrices. Et à partir de là, c'est comme ça que notre primaire a été mise en place, avec un problème, c'est que les maires n'ont pas pu se rassembler pour choisir le candidat du fait qu'il y avait les mesures Covid, c'était très compliqué. Et on a pris l'option qui restait en cas de repli, c'était le jugement majoritaire entre candidats, c'est-à-dire les porteurs de projets ont voté pour un autre porteur de projet qu'eux-mêmes. Et c'est comme ça que j'ai été désigné par cette primaire, ce qui fait qu'aussi les autres porteurs de projets sont avec moi pour travailler en équipe complète. Et alors aujourd'hui, vous pensez être en situation si près d'échéance de pouvoir rassembler ces initiatives citoyennes et rassembler aussi du coup les signatures d'élus qui, rappelons-le, donc parmi les 42 000, il y en a environ 80% qui ne parrainent personne. Vous êtes confiant dans la possibilité d'arriver à vos fins et d'être candidat, ou au début, à vos fins, ou au début peut-être. Bien écoutez, moi, je suis chef d'entreprise. En tant qu'entrepreneur, en fait, on prépare le projet, le fond. Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, on recrute. Et puis après, là, il y a une étape qui est les parrainages. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'activer pour les parrainages parce que finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de projets présidentiels complets parce que beaucoup de candidats, en fait, viennent pour présenter une cause. Donc, ça ne suffit pas. Hein. Donc, un projet présidentiel, ça doit aller du local au national, à l'européen et à l'international. Donc c'est ce que j'ai publié dans mes écrits qui datent quand même de 2015-2016 et qui ont été bien améliorés depuis. Donc voilà, donc il y a une grosse activité qui est en train de se mettre en place avec des maires de tous les côtés. Alors justement, dans le Serfan, qui est un anagramme de la France, qui est une sorte de parabole, vous désignez un pays imaginaire qui en fait fait écho à notre pays. Vous posez un regard qui se veut assez complet sur la situation de notre pays. Et vous avez écrit 3 tomes que vous avez mis à jour au fur et à mesure des années, avec une approche tirée de votre expérience, à la fois de vétérinaire et d'entrepreneur, qui veut d'abord poser un diagnostic, identifier un remède et en tirer des propositions concrètes. C'est bien ça? Tout à fait. Donc en fait, l'histoire du serfan, donc anagramme de la France, mais pas que. Hein, donc il y a 6 significations. Donc tout est en accès gratuit sur le site serfan.fr. Et sur les articles, il y a ma biographie où il y a la définition du mot serfan. Donc ça, c'est important. Et en fait, il y a 3 tomes, 3 chapitres en fait. Un, c'est des bouquins médicaux. Le premier, c'est la prise de conscience de la serfanite par le peuple et les dirigeants. Ouais, qui est une maladie. Voilà. It, ça veut dire inflammation 2, hein, pharynx, pharyngite, bronchite. Et donc, dans la serfanite, les symptômes sont la politique, l'économite, la justicite. Donc, j'ai fait une analyse pathogénique pour comprendre comment on en est arrivé là. Dans ce pays, des citoyens se disent, on va droit dans l'iceberg, il faut changer de cap. Ils consultent les responsables politiques qui leur disent bien, oui, c'est bien. Voilà.
puis en fait qui se font lire et puis après ils mettent tout de côté. Donc ça c'est le premier tome avec tous les mots qui sont expliqués, par exemple dans l'économie, ce qu'ont les paradis fiscaux, les retraites répartition, capitalisation, complémentaires, les actionnaires, parce que ça c'est très important pour comprendre les solutions en comprenant d'abord les énoncés des problèmes. Premier chapitre. Deuxième chapitre, c'est ces citoyens qui se disent mais finalement les politiques là ils se fichent un peu de nous. Donc en 2017, il y a puisque je les écris en 2015 et 2016, en 2017 il y a des élections présidentielles au Serfan et donc ces citoyens se disent puisque c'est content ça, le mouvement qu'on avait créé qui s'appelait le mouvement des transmetteurs réunis serfanais, association 1901 qui correspond avec le premier émule des Français que j'ai créé en France, à Château-Renard dans ma ville. Donc ces citoyens disent, puisque c'est comme ça, on va créer le Front citoyen qui va faire face au Front national et au Front républicain, qui est l'association des partis de droite et de partis de gauche en 2017. Donc ça a été publié en mars 2016, donc on voit ce qui s'est passé en France. Vous aviez vu venir le second tour de 2017. Voilà. Et le dernier tome, c'est le programme présidentiel d'un petit entrepreneur ouvrier, La Double Chance, qui était en fait toutes les idées que j'avais collectées depuis des années, par plein de réunions, de discussions. Et donc, c'est un programme complet qui est d'actualité, complètement d'actualité, et sur lequel, en fait, j'ai amélioré depuis sa sortie en juin 2016. Le livre est sous-titré « Droit dans l'iceberg ou changer de cap ?» Point d'interrogation. On en déduit que votre solution, c'est de changer de cap. Pourquoi ce titre, la double chance? Qu'est-ce que ça signifie, la double chance, pour la France ou le Serfan? La double chance, en fait, c'est parce que on a tous droit à l'erreur, en fait. Et donc, c'est ça l'important, c'est qu'on apprend de ses erreurs. Donc, c'est au moins la double chance. C'est une deuxième chance. Ouais. C'est dans tout ce qu'on entreprend, en fait, il faut jamais lâcher parce qu'on échoue. Alors, c'est mieux de tenir compte des expériences des autres personnes. C'est pour ça que l'association, le mouvement des transmetteurs réunis, permet aux personnes de transmettre les expériences, les savoirs, pour éviter les erreurs. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a perdu maintenant entre les transmissions de génération, quoi. Outre l'aspiration démocratique, dans les initiatives citoyennes, il y a des obstacles parfois d'ego de personnes, mais ça, on va laisser ça de côté. Sur le fond, il y a aussi parfois des difficultés à s'entendre, à se retrouver sur une plateforme commune d'idées, de projets, de propositions. Vous avez décliner un programme qui reprend les enjeux éducation, écologie, tous les organes touchés par l'éducationnite, la médiatite, la sécuritite, comme vous disiez. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous donner une idée de quelques propositions sur lesquelles tous les Français se retrouveraient? Par exemple, dans un sondage récent, dans plusieurs sondages, le pouvoir d'achat est émané en tête des préoccupations des Français. Dessus, concrètement, vous proposeriez quoi? Alors, ce qui est important, justement, c'est que dans le Serfan, donc, ce sont des propositions qui sont dans ce pays imaginaire, mais donc, elles ne demandent qu'être améliorées. Donc, de tout ce que j'ai écrit, en fait, j'ai éliminé 95% des propositions pour ne garder que les bases fédératrices. Puisqu'en fait, le programme maintenant que je présente aux élus locaux, c'est un programme... une méthode de travail. Ouais. D'ailleurs, vous précisez dans le livre ne pas avoir la science infuse ni réponse à tout et être tout à fait à l'écoute de gens qui voudraient amender votre projet ou l'enrichir. Voilà. Tout à fait. Donc, je vais revenir sur le pouvoir d'achat parce que c'est très important, c'est un sujet très important pour les Français. Donc, je voudrais juste préciser. En fait, donc sur le site fédération-citoyenne.org, on peut avoir donc le projet qui apparaît. Donc, la base fédératrice, c'est ce qu'on présente aux élus, c'est une charte d'engagement, donc qui est publiée, qui est un véritable pacte de confiance envers les électeurs, et demain qui est une protection de nous en tant qu'élus, puisqu'on espère bien être élus avec tous ceux qui participent à ce mouvement, parce que soumis à des pressions de lobbying, il faut qu'on puisse justement éviter ça. Donc cette charte associée à une commission éthique, je vous invite de regarder sur le site, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer ça. Ensuite, le deuxième point, c'est que tous les candidats présentent une fiche membre avec le parcours politique, associatif, professionnel, parce que je trouve inadmissible qu'on ne puisse pas savoir qui sont les élus, leur parcours précédent. Donc ça fait partie de... Mais ils le font un peu dans les élus traditionnels, non ? Non, honnêtement, pas suffisamment. Nous, on va beaucoup plus loin. D'accord. Avec la charte, donc il faut voir, puisque nos bases, en fait, il y a la transparence qui sont les 5 valeurs qui sont la co-construction, la démocratie, l'écologie, la transparence et l'éthique. Donc cette charte a été soumise
partis politiques, pour les municipales, des candidats de partis politiques médiatisés l'ont signé. Par contre, les têtes des partis politiques n'ont pas relayé. Donc, on pourrait se poser la question, donc j'espère bien qu'on pourra voir ça. Ensuite, on a l'autre point, c'est la gouvernance partagée. Donc ça, c'est très important. Même le président de la République demain ne décidera pas seul. Ça sera, on expliquera tout ça. Donc il y a déjà des vidéos de fait. Un financement participatif qui sera transparent. Donc comme on n'aura pas de financement public, eh ben, on espère que tous les citoyens, s'ils veulent qu'on soit présents, ben, donneront 1, 2, 3 euros, parce que quelqu'un qui donne 1 euro va en parler. Donc on préfère des petites sommes que des gros mécènes, hein, qu'il faut rendre des comptes. Et donc ce qui est important, c'est le programme, qui est la méthode de démocratie participative opérationnelle. Donc très vite, ça consiste à poser les problèmes, identifier les problèmes, que les gens comprennent les énoncés des problèmes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le premier livre, c'est un livre d'éducation populaire, puisque quand il faudra faire la réforme des retraites, il est indispensable que les gens sachent ce qu'est une retraite de répartition, de capitalisation ou complémentaire, parce que si on ne comprend pas l'énoncé, on ne peut pas comprendre les solutions. Donc d'abord, on pose le problème, ceux qui veulent travailler sur le problème comprennent le problème, l'énoncé. Ensuite, on écoute les sachants, ceux qui sont expérimentés, qui ont prouvé, ceux qui savent faire. Et ensuite, on décide collectivement ce qu'on fait. Donc, je peux revenir sur le pouvoir d'achat. Et il y a quelque chose aussi qui est très important par la DPO qu'on peut appliquer, c'est ce que nos propositions auprès des maires ruraux pour les faire parrainer. C'est pourquoi ils ont intérêt à nous parrainer, nous, enfin ma candidature du coup, enfin mon projet plutôt, puisque je ne suis pas encore candidat, plutôt que les autres candidats. Donc vous voulez qu'on revienne sur le pouvoir d'achat, la loi NOTRe? Volontiers, vous avez expliqué la méthode. Donc maintenant, comment cette méthode débouche sur des propositions pour le pouvoir d'achat des Français qui les préoccupent? Alors la méthode, donc le problème c'est le pouvoir d'achat. Donc ça, il est posé. Je crois que tout le monde l'a compris, hein, puisque 80% des Français, c'est vraiment leur préoccupation principale. Donc, on va écouter les solutions des autres partis qui ont travaillé. Donc, il y en a qui disent, on va bloquer les prix de l'énergie, tout ça. On va augmenter le pouvoir d'achat. Moi, je dis très bien. Maintenant, comme ce sont des produits qui sont importés, on peut bien bloquer, mais ça pose un problème quand même. Parce que les prix sont fixés par ceux qui nous apportent ces produits. Et en fonction de la concurrence mondiale, sachant qu'il y a plein de pays qui sont en train de se développer, on n'est plus en position de force. Hein, surtout que voilà, on a beaucoup de choses qui ne sont plus chez nous. Par exemple, l'uranium, on l'importe. Donc nos centrales nucléaires, elles tournent avec de l'uranium, donc il faut bien qu'on ait de l'uranium. Et puis le pétrole, enfin c'est tout ça. Donc bloquer les prix, c'est de la poudre aux yeux. Et c'est pour ça qu'en 2 ans, quand même, c'est important que les Français sachent qu'on a pris à peu près 600 milliards de dettes. Donc il y a 10 ans, chaque Français était endetté à peu près de l'ordre de 20 000 euros. Il y a 5 ans, quand j'ai publié mes livres, on était à 32 000 euros. Ouais. Et là, maintenant, on est à 40 000 euros. Ouais. Donc ça serait bien que les Français écoutent que voilà, la dette, c'est quelque chose, quoi. Dans leur ménage, s'ils sont endettés, on sait comment ça se termine. Hein, donc des entreprises aussi. Moi, si j'avais mon entreprise endettée, elle aurait coulé. Donc ça, c'est important. Alors ça, certains bloquent les prix. Après, il y en a d'autres qui disent, c'est les migrants qui viennent chez nous. OK, mais les migrants, déjà, ils viennent faire du travail que les Français ne veulent pas faire. Alors, on va pouvoir, pour soigner le pouvoir d'achat, hein, puisque moi, en tant que vétérinaire, mon objectif et l'objectif de notre collectif Fédération Citoyenne, c'est de soigner le pouvoir d'achat. Alors, comment on va s'y prendre? Donc, la DPO, la méthode, fait qu'on va proposer autre chose. Donc, ça va être le retour au plein emploi, pleine activité, en incitant les gens à travailler. Et là, ça tombe bien parce que M. Macron avait dit, si je me souviens bien, il faut traverser la rue pour trouver un emploi. Hein, ça tombe bien parce que nous, on est de l'autre côté de la rue, donc on va accueillir les gens pour leur proposer un emploi. Et donc, on va revaloriser les métiers difficiles, hein, puisque c'est quand même important. Je veux dire, quand vous construisez une cathédrale, si vous n'avez pas de ramasseurs de pierres et des poseurs de pierres, si vous n'avez que des architectes, vous n'allez pas faire une cathédrale. Vous en savez quelque chose, parce que vous avez vous-même construit, enfin, non pas une cathédrale, mais oui. un ensemble qui abrite votre clinique, je crois, et un projet de bâtiment immobilier, formation, multidimensionnel. En fait, comme je suis un peu hyperactif, j'ai appris tous les métiers du bâtiment en autodidacte. Quand j'étais jeune véto, à l'époque, il n'y avait pas les portables et on faisait des gardes 24 heures sur 24. Donc j'étais près d'un téléphone fixe
Et plutôt que rien faire, ben, j'ai bricolé chez moi. Et puis voilà, j'ai appris. Je regardais sur les chantiers, je parlais avec les ouvriers, comment on apprend. Et donc, du coup, j'étais à l'origine, avec mon associé, on a piloté la construction de la clinique. Et comme mon associé était un peu plus tranquille que moi, voilà, moi j'étais un peu hyperactif, et ben, à côté de ça, j'ai mobilisé des gens pour construire un projet immobilier de 1000 mètres carrés où il y a plein de bureaux, une pépinière d'entreprise que je gère actuellement et dans laquelle nous avons aidé plein d'emplois secrets. Voilà, donc ça c'est... Donc la création d'emplois, ça vous connaît. Exactement. Donc, objectif plein emploi et revalorisation des métiers difficiles. Tout à fait. Je peux prendre un exemple. Ensuite, par exemple, les éboueurs. Il y a une trentaine d'années, personne ne voulait faire éboueur. On a revalorisé les conditions de travail et puis on a revalorisé les salaires. Ce qui fait que maintenant, ce sont des emplois locaux qui ont été créés. Il n'y a pas de sous-métier. Hein, donc ça, c'est important. Et puis, on peut rebondir dans sa vie. C'est ce que nous, on fait, enfin, ce qu'on propose. Donc ça, c'est le premier point, les pleins d'emploi. Et puis après, il y a aussi autre chose. C'est le surcoût de la surconsommation. C'est-à-dire qu'on est amené à surconsommer alors que ça ne sert à rien. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à mieux consommer. Ouais. Oui. C'est ceux qui disent que... Vous rejoignez, du coup, ceux qui disent que, par exemple, le pouvoir d'achat est un problème en soi, mais qu'il y a aussi un absolu, si on peut dire, mais qu'il y a aussi un problème relatif, qui est que on estime notre pouvoir d'achat par rapport à des besoins qui sont croissants et dont on n'identifie pas toujours le caractère essentiel ou non dans ces besoins. Exactement. Vous appelez aussi à un changement de mode de vie, si je suis bien, pour recentrer le pouvoir d'achat sur ce qui est vraiment essentiel. Tout à fait. C'est qu'en fait, les personnes sont entraînées dans un système de surconsommation inutile. Et donc, ce n'est pas de la décroissance, c'est plutôt de la sobriété heureuse, par de l'éducation. Je vais vous prendre un exemple. Les machines à laver, moi, quand j'étais gamin, je me souviens, elles duraient 20 ans. Elles étaient mécaniques, il y avait peu de programmes. Maintenant, il y a de l'électronique de tous les côtés. Moi, j'avoue que quand je me sers la machine à laver... je ne sais pas m'en servir. Il y a plein de programmes inutiles. Déjà, vous vous en servez, vous essayez, oui. C'est pas mal. Oui. Ah ben moi, je suis vétérinaire parce que j'aime bien mettre les mains dans la chirurgie, mais aussi, c'est pour ça que je touche à tout. Et donc, demain, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remettre des machines à laver mécaniques qui vont tenir beaucoup plus longtemps. Donc, plutôt que d'acheter des machines à laver tous les 5 ans, avec des fois des moteurs qui sont coulés avec de la résine pour qu'on ne puisse pas les réparer, c'est un scandale. Donc, demain... ayant des machines à laver, ce qui fait que les gens vont acheter moins souvent des machines à laver, du coup ils vont moins s'endetter, sachant que quand ils s'endettent, et c'est ça le problème des classes les plus moyennes et les plus pauvres en fait, c'est qu'ils s'endettent avec des crédits à la consommation, avec des taux d'intérêt très importants. Et ils passent leur vie à payer des intérêts d'emprunt. Donc c'est pour ça que tout ça, on va le remettre sur la table, et puis on va travailler intelligemment pour que le pouvoir d'achat, avec les mêmes choses, le même revenu, on va pouvoir changer les choses. Sachant qu'on va en plus, nous, augmenter le revenu, puisque la richesse d'un pays, c'est d'abord ces hommes et ces femmes qui travaillent, mais pas dans n'importe quelles conditions. Pour éviter donc l'extermination programmée des petits entrepreneurs et des agriculteurs propriétaires qui s'amplifient de jour en jour. C'est un seul exemple, mais l'un des constats que vous dressiez dans le chapitre 2 de votre trilogie de livres. Oui. Mais vous voulez reconnecter donc l'économie... réelle et la consommation réelle. Exactement, c'est qu'en fait, on est parti sur tous nos politiques là qu'on entend là, ils sont sur un modèle de croissance. On entend croissance. On est dans un monde fini. Donc c'est pas possible. On était il y a 50 ans à peu près 2,5 milliards de personnes sur Terre, on est 8 milliards. Alors on va faire quoi? On va aller 30 milliards, 40 milliards, on n'aura plus de place après, je ne sais pas comment on va tenir. Donc déjà les animaux, on leur prend leur espace, donc ça pose d'autres problèmes. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut revenir sur un modèle de recyclage, d'économie circulaire. Et donc ça passe par l'économie locale, par les TPE, les PME, enfin, la redynamisation de nos communes rurales, puisque les élus ruraux sont ceux qui créent du lien social encore, qui sont reconnus. La nuit, ils sont corvéables à merci. Hein, donc en fait, voilà, il faut revenir sur ça. Et c'est tout le projet. C'est pour ça d'ailleurs que les élus sont sensibles à notre discours, qu'ils auraient aimé entendre depuis bien longtemps, mais malheureusement, difficile de s'exprimer dans les médias, même si on fait des listes comme aux dernières élections régionales où nous avions des listes départementales et régionales.
Au point de vue institutionnel, beaucoup de partis, de partis médiatisés, diriez-vous, ont pris acte d'un système sclérosé et d'une démocratie qui ne marche plus. Donc certains proposent une nouvelle constitution, d'autres ont des projets reprennent à leur compte des projets de référendum d'initiative citoyenne ou populaire, ou promettent des référendums sur des grands sujets régaliens. Vous, là-dessus, sur les outils de la démocratie directe, vous proposez quoi? Alors nous, c'est pas la démocratie directe. Parce que la démocratie directe, en fait, c'est celle qui est paralysante. Ouais, On parle de tout et n'importe quoi. C'est une illusion de démocratie. Ouais. C'est malheureusement ce que beaucoup de partis politiques vendent. Disons de la démocratie participative, alors plutôt, voilà. Ou je sais pas quel est le terme. Alors nous, c'est la démocratie participative, que ce soit direct ou participatif, c'est une illusion de démocratie. Nous, c'est la démocratie participative opérationnelle. On pose le sujet. Et surtout, ce sont les sachants qui parlent. Donc, quand on fait les réunions, c'est d'abord ceux qui ont des solutions qui présentent leurs solutions, et après on les débat avec des facilitateurs de réunion. Donc, on a publié comment ça fonctionne. Hein. C'est issu de méthodes d'entreprise à gouvernance partagée, parce qu'il en existe quelques-unes. Et ces entreprises à gouvernance partagée fonctionnent bien, puisqu'en fait, elles associent les salariés au patron. Puisque dans nos petites entreprises, en fait, il faut quand même savoir que quand on est patron, on paye tout. Les charges, les salaires, enfin, tous les frais, les TVA, etc., avant de se payer nous-mêmes. Donc, si on n'est pas bienveillant avec nos salariés, qu'est-ce qui se passe? Les salariés ne sont pas contents, ils vont se mettre en anomie, l'entreprise va couler et on va tout perdre. L'entreprise est souvent même il y a notre bien personnel, hein, notre maison, par exemple, qui peut être hypothéquée. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'entreprise depuis 40 ans avec les syndicats et puis les partis politiques à la télé, c'est toujours des grands patrons qui n'ont pas créé leur entreprise, qui prennent des milliards de salaires et qui mettent la pression sur leurs salariés. Donc ça, on n'a rien à voir avec ça. Depuis plusieurs mois, vous sillonnez la France en voiture. Par rapport à tout ce que vous aviez échafaudé comme analyse depuis des années maintenant, qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement ces derniers temps dans le sentiment des Français? Alors, c'est vrai que les Français, on est dans la contestation depuis des années. Hein. On est des marches, des pétitions. En fait, les Français sont devenus individualistes. Et dès qu'ils sont concernés par un problème, alors là, il faut que tout le monde vienne régler leurs problèmes. Hein. Donc ça, c'est quand même assez aberrant. Donc nous, justement, on propose avec notre méthode, comme toutes les solutions seront écoutées, ça va permettre d'éviter que les tribuns, les manipulateurs qui sont dans les partis politiques et qui fédèrent les gens sur les problèmes, parce que les gens sont contents. Dès qu'on parle de leurs problèmes, voilà. Donc on le voit très bien, par exemple, sur les vaccinations. On avait pratiquement tous les gens des partis politiques qui étaient pour la vaccination il y a quelques mois. Maintenant, il y en a qui proposent anti-vax. Voilà, donc à un moment donné, ni pour, ni contre. Je veux dire, moi je suis vétérinaire, les bactériologies, la virologie, les pandémies, c'est mon cœur de métier. Et donc moi je dis, il y a des vaccins bien, il y a des vaccins moins bien, donc il faut que on sache quels sont les intérêts, les avantages de chacun, et puis adapter par rapport à ça. Dernière question, vous êtes un coureur de fond, vous avez notamment participé à des célèbres ultra-trails, des courses en montagne. Oui. À supposer que vous arriviez à réunir les signatures là, donc, pour début mars, il restera 5 semaines jusqu'au premier tour. Ouais. Là, ça s'apparente plutôt à un sprint à l'échelle démocratique. Vous pensez que vous serez capable de mettre en branle une machine assez performante pour être au rendez-vous d'une élection dont le premier tour aura lieu le 10 avril? Tout à fait. Malgré tous les barrages qu'il y a, dès l'instant où les Français seront, nous, on aura juste besoin de financement, hein, des petites sommes, mais on n'aura pas beaucoup de temps de parole dans les médias, hein, avec toutes les règles qu'ils ont mises. Mais par contre, on a un masque, mais on peut toujours parler. Et donc, le bouche à oreille fait que, honnêtement, nous sommes persuadés avec notre collectif que nous réussirons à nous faire entendre. C'est faisable de prendre la présidence de la République, puisque derrière, il y aura l'Assemblée nationale. Et le fait d'être là, ça nous permet de changer toutes les lois, de remettre les lois avec du sens, puisque c'est incohérent depuis des mois pour beaucoup de personnes. Et donc, c'est faisable. On a expérimenté, hein, puisque nous avons participé en 2017, donc nous étions 215 candidats sur la primaire.org, on a créé des liens avec certains candidats. Aux législatives, nous étions 138 candidats citoyens sans parti politique à candidater. Il y a eu après des listes sur les municipales, les européennes aussi, et sur les listes régionales et départementales, pareil, 4 listes régionales. On a déposé le 17 mai et la campagne commençait 15 jours après.
Donc là, on aura 5 semaines de campagne, donc ça va être chaud, mais on a le temps. Très bien, merci beaucoup Jean-Marc Fortanet d'être venu nous présenter votre projet présidentiel que vous portez au nom de collectif. Je rappelle donc que vous avez écrit 3 livres sur le Serfan, ce pays pas si imaginaire que ça, et que tous ceux qui seront intéressés par votre projet peuvent le retrouver sur serfan.fr et sur le site Fédération Citoyenne. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu aussi. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien essentiel sur France Soir. N'hésitez pas à le commenter, réagir, à le partager. À bientôt sur France Soir. Au revoir.